Peut-être avez-vous déjà écouté le film Brain on Fire. C'est l'histoire de Susanna Cahalan, une jeune femme de 24 ans, en bonne santé, qui vient de décrocher un emploi comme journaliste lorsqu'elle remarque que quelque chose ne va pas. Elle devient soudainement malade. Elle a des engourdissements, une sensibilité accrue à la lumière, elle devient paranoïaque. Son comportement est erratique, c'est-à-dire instable. Après quelques semaines, ses symptômes s'aggravent. Elle commence à avoir des hallucinations, elle a un comportement psychotique et des crises d'épilepsie. Elle est finalement hospitalisée. Elle est agressive, violente et elle tombe dans un état catatonique profond, caractérisé par un dérèglement du système moteur et de l'humeur. Les examens médicaux sont pourtant normaux. L'IRM est normal et les tests sanguins sont normaux. Les hypothèses s'enchaînent. Certains médecins pensent qu'elle est atteinte d'un trouble de santé mentale, comme la schizophrénie ou la bipolarité. La seule solution restante est d'être internée dans un hôpital psychiatrique. Le sort de Susanna sera sauvé par un certain neurologue qui lui fera passer des tests médicaux plus poussés. Le diagnostic tombe enfin. Elle souffre d'une encéphalite limbique à anticorps antirécepteurs NMDA. En bref, l'encéphalite à anticorps antirécepteurs NMDA est une pathologie auto-immune nouvellement décrite. Donc, les propres anticorps de la personne attaquent les récepteurs NMDA. Les recherches de la maladie ont commencé à grandir au cours des dernières années. La prévalence et l'information épidémiologique ne sont pas grandement documentées. La prévalence de cette maladie est faible, mais vraisemblablement sous-estimée, vu la ressemblance des symptômes à d'autres troubles psychiatriques tels que la schizophrénie ou les troubles de bipolarité. Un essai clinique réalisé en Californie avec des personnes atteintes de cette pathologie montre que ce trouble affecte plus les enfants et les jeunes adultes. En effet, cette étude a montré que la pathologie touche les moins de 18 ans avec 65% de prévalence. Les femmes sont jusqu'à 3 fois plus touchées que les hommes. Avant la publication du mémoire de Susanna Cahalan sur son histoire Brain on Fire, qui est sorti en 2012, elle était la 217e personne à être diagnostiquée avec cette maladie. Depuis, des milliers de personnes ont pu être diagnostiquées. Mais qu'en est-il des causes de la maladie? 2 hypothèses sont davantage documentées. Premièrement, la présence d'une tumeur abaisserait le seuil de tolérance du système immunitaire à certains antigènes, tels que les récepteurs NMDA, ce qui déclencherait la maladie. Cependant, la maladie peut se développer sans la présence d'une tumeur. Elle ne peut donc pas expliquer à elle seule le débalancement immunitaire causant la maladie. Il a été aussi montré qu'il y a moins d'enfants touchés par des tumeurs qui ont la maladie que des adultes qui ont des tumeurs qui sont touchés par la maladie. Environ 50% des adultes ont des tumeurs, majoritairement des tératomes ovariens chez les femmes, suspectées d'avoir déclenché la maladie. La présence d'une tumeur est également associée à des signes cliniques plus importants. Une autre hypothèse qui touche davantage les enfants serait la présence d'une source infectieuse virale. Ces virus ont des similitudes structurelles avec les récepteurs NMDA. Ainsi, lorsque le corps déclenche les mécanismes de défense pour combattre les virus, les anticorps peuvent se retourner par erreur de reconnaissance contre les récepteurs NMDA. Aussi, les agents infectieux pourraient endommager la barrière hémato-encéphalique du cerveau et déclencher une réponse synaptique inflammatoire, ce qui déclencherait la maladie. Des exemples d'agents infectieux viraux susceptibles d'enclencher la maladie seraient le virus de l'herpès, l'influenza A et B, le Mycoplasma pneumonia et le virus de la varicelle. Il existe une multitude d'anticorps pouvant être associés aux encéphalites limbiques auto-immunes. Par exemple, les anti-GABA, AMPA ou LGI1. Dans l'encéphalite limbique à anticorps antirécepteurs NMDA, les anticorps, qui sont en quelque sorte les agents pathogènes, puisqu'ils sont responsables des symptômes, dirigent contre des antigènes membranaires, soit les récepteurs NMDA. C'est le type d'anticorps le plus fréquent parmi les anticorps dirigés contre des antigènes membranaires. Ils font partie de la classe des immunoglobulines G. Les cibles spécifiques de ces anticorps sont entre autres les récepteurs ionotropiques, les canaux ioniques voltage dépendants, les récepteurs couplés aux protéines G et les complexes protéiques. Ces cibles sont impliquées dans la transmission, l'architecture et la plasticité synaptique. Rappelons que, tel que vu dans le premier cours de neurosciences, les récepteurs NMDA sont impliqués dans la potentialisation à long terme.
La potentialisation à long terme aurait un rôle notamment au niveau de plusieurs types de mémoire, mais aussi dans le cortex moteur, somatosensoriel, visuel et dans le cervelet. Les lésions engendrées par les anticorps viennent donc altérer les fonctions normalement assurées par ces structures. Les deux types de mécanismes qui semblent être responsables des altérations de la fonction des récepteurs NMDA sont la diminution de la densité des récepteurs sur les neurones postsynaptiques et l'induction d'un effet antagoniste sur la fonction des récepteurs NMDA. L'hippocampe serait la région la plus touchée par la pathologie puisque c'est la portion du cerveau qui contient le plus haut taux de récepteurs NMDA. Puisque cette région du cerveau est impliquée dans la mémoire, il est logique de constater des déficits cognitifs liés à la mémoire dans les présentations cliniques des patients atteints de cette maladie. Des lésions structurales au niveau des ganglions de la base sont aussi notées chez certains patients, ce qui expliquerait les dysfonctionnements au niveau de l'exécution des mouvements. La barrière hémato-encéphalique est normalement conçue pour empêcher des protéines comme les anticorps de circuler dans l'espace intratécal. Pourtant, pour une raison qui demeure encore difficile à expliquer, les anticorps antirécepteurs NMDA réussissent à passer à travers les cellules endothéliales pour finalement circuler dans le liquide céphalorachidien. Il semblerait que les anticorps sont produits en périphérie et qu'ils atteignent le liquide céphalorachidien par diffusion en raison d'une altération de la barrière hémato-encéphalique. Les signes cliniques sont divisés en 8 groupes. Les symptômes psychiatriques et comportementaux, comme les hallucinations, de l'irritabilité, des psychoses et de la bipolarité. Les crises d'épilepsie, le niveau de conscience diminué, l'hypoventilation centrale, les troubles moteurs, autonomes, de la mémoire et de la parole. Le déséquilibre autonome et les crises épileptiques font d'ailleurs partie des signes les plus marquants de la maladie. Les premiers symptômes qu'il est possible d'observer sont des déficits cognitifs, des manifestations psychiatriques et des troubles de la parole. Ceux-ci sont souvent suivis de mouvements dystoniques et d'une diminution de la conscience. En effet, 60% des gens atteints de l'encéphalite limbique anti-récepteur NMDA ont été admis dans des soins psychiatriques dus à un mauvais diagnostic émis. Cette maladie est très difficile à diagnostiquer car elle peut être confondue à une encéphalite virale, à une psychose, à l'encéphalopathie d'Hashimoto ou à une personne épileptique par exemple. Certains médecins peuvent même penser que le patient soit atteint de schizophrénie, puisque celle-ci se caractérise également par les hallucinations, des pensées désorganisées et un état catatonique. Plusieurs cas ont été observés chez les femmes enceintes. Selon une étude, il était possible d'observer une altération du comportement, des hallucinations, des crises d'épilepsie ainsi qu'un changement au niveau de la conscience. Les symptômes sont progressifs dans les semaines avant l'admission à l'hôpital. Un bon diagnostic ainsi qu'un traitement adéquat permet l'accouchement d'un bébé en santé et à terme. En général, la maladie se traduit davantage par des symptômes neurologiques chez les enfants, comme la dyspraxie, alors que pour l'adulte, on observe davantage des manifestations psychiatriques. Afin de bien diagnostiquer cette maladie, un diagnostic différentiel est nécessaire. En effet, il faut éliminer le trouble de santé mentale ainsi que les encéphalites limbiques virales. La présence d'anticorps antirécepteurs NMDA dans le liquide céphalorachidien et l'observation des signes cliniques peut grandement aider au diagnostic. En bref, il y a 3 traitements généraux. Un traitement symptomatique pour stabiliser ou résorber les symptômes, retirer la tumeur quand elle est présente et l'immunothérapie. Plus précisément, le traitement de première ligne est la corticothérapie avec immunoglobuline polyvalente en intraveineuse et ou la plasmaphéreuse. S'il n'y a aucune amélioration avec le traitement de première ligne, il y a ensuite celui de deuxième ligne qui est plus agressif, soit des agents cytotoxiques pour augmenter les chances de récupération. Durant la première à la deuxième année suivant le diagnostic, le patient doit faire un traitement immunosuppresseur pour éviter le risque de rechute. Ces rechutes arrivent chez environ 10 à 30% des patients et même plusieurs rechutes chez le tiers de ceux-ci, mais sont généralement moins sévères et moins complexes que la première manifestation de la maladie. Le délai entre le début des symptômes et l'instauration du traitement immunomodulateur est d'environ 20 jours à 1 mois. Ce qui est de l'évolution du pronostic, l'amélioration clinique s'est faite dans l'ordre inverse de l'apparition des symptômes. Donc, une disparition des symptômes neurologiques en premier, puis une disparition des symptômes psychiatriques.
La durée entre le début du traitement et l'amélioration des symptômes est d'environ 3 mois et la récupération se fait après environ 23 mois. Il y aura une guérison complète, sans séquelles, dans 30 à 47 % des cas. Les cas de mortalité sont estimés à 4 à 10 % dus à des complications d'infection, des complications cardio-respiratoires ou des états de mal épileptique qui est la cause la plus fréquente. Pour conclure, l'encéphalite limbique antirécepteur NMDA est une maladie auto-immune qui s'attaque à des composantes essentielles au bon fonctionnement du système nerveux central, soit les récepteurs NMDA. Plusieurs signes cliniques peuvent apporter un mauvais diagnostic, notamment par la ressemblance avec les symptômes présents dans certaines maladies mentales. En tant que futurs professionnels de la santé, il nous apparaît donc important d'être attentifs dans la distinction des signes cliniques pathologiques des clients et d'être à l'écoute de leur perception et celle de leurs proches. Puisque 50 % des adultes ayant la maladie ont également une tumeur au moment du diagnostic, mais que la corrélation entre les tumeurs et le développement de la maladie demeure incomprise, il nous apparaît pertinent et essentiel de déterminer si la tumeur a réellement un impact dans le développement de la maladie. Est-ce que cette découverte potentielle permettrait de diminuer l'incidence de cette maladie encore méconnue?